Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma mais aussi de séries. Et dans cette vidéo je vais revenir sur la série The Sandman, la première saison, disponible sur Netflix, et comme j'avais quelques petites choses à dire, je me suis dit que peut-être ça pouvait aussi vous intéresser. Je suis The Will, on est parti et on perd pas plus de temps. Pour des raisons pratiques, j'appellerai dans cette vidéo le personnage principal Rêve dans sa version originale Dream. Dream a de multiples noms, parmi lesquels Morpheus, Morphée en version française, cela fait bien évidemment référence à la divinité des rêves dans la mythologie, qui avait pour vocation d'endormir les mortels et de leur donner des rêves. Le nom Morphée a depuis inspiré pas mal d'œuvres, et même des expressions populaires, comme être dans les bras de Morphée par exemple, qui signifie juste dormir, mais aussi rêver. Parmi les personnages de pop culture inspirés par Morphée, on pensera bien sûr à Morpheus dans Matrix, qui aide paradoxalement Neo non pas à dormir, mais à s'éveiller. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça plutôt cocasse. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Dans l'épisode 11 de la première saison, le roi des rêves est même surnommé Oniroy. Cela fait une nouvelle fois référence à la mythologie grecque, puisque en grec ancien, cela signifie songe, donc rêve, et que les Oniroy sont des divinités personnifiant, les rêves, tout simplement. En version originale, Dream et ses frères et sœurs ont tous des noms en D. Dream, Death, Desire, Destiny, Despair, Destruction et Delirium. A noter qu'avant d'être Delirium, le personnage s'appelait Delight, qu'on peut traduire par délice ou plaisir. Bon, si vous n'avez pas fait anglais LV1, les différents noms de la fratrie signifient respectivement rêve, mort, désir, désespoir, destruction et délire. La famille, c'est comme les godasses. Plus qu'elles vous serrent et plus elles vous font mal. Voilà. Le terme qui désigne Dream et ses frères et sœurs est infini ou éternel. Cela peut faire éventuellement référence à la pensée métaphysique de Descartes, grand penseur et philosophe français, pour qui, selon lui, seul Dieu peut être qualifié d'infini, et il nous précise ainsi dans son texte les méditations métaphysiques. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont ont été créées et produites. Il ajoute même: il n'y a rien que je nomme proprement infini, sinon ce en quoi de toutes parts je ne rencontre point de limite, auquel sens Dieu seul est infini. Après, il faut avoir connaissance que les infinis, s'ils sont immortels, ne sont pas immuables ou invincibles techniquement. L'un des frères, Destruction, dira même dans Vie brève, le tome 7 de The Sandman, chapitre 8, planche 16, « Les infinis ne sont que des schémas, les infinis sont des idées, les éternels sont des fonctions d'onde, les infinis sont des motifs qui se répètent, et rien de plus. Et même nos existences sont brèves et limitées. Aucun d'entre nous ne vivra plus longtemps que cette version de l'univers. » On pourrait presque en parler infiniment. Vers l'infini et au-delà! Pour diriger son royaume et pour accomplir ses tâches quotidiennes, Dream utilise une panoplie d'objets puissants, notamment 3 artefacts, 3 objets magiques qui symbolisent son pouvoir et dans lesquels il a insufflé son essence magique. Mais à mon avis, aucun rapport avec la hausse du prix des carburants, Même si je pense que, individuellement, chacun de ces objets vaudrait une belle petite fortune dans la réalité. En tout cas, dans la série, chaque objet apporte quelque chose d'unique et de fondamental à Morpheus. Le casque, ou Home de Dream tout d'abord, a plutôt une fonction symbolique et cérémonielle, plutôt que magique, puisqu'il est censé le porter lorsqu'il va dans d'autres royaumes pour montrer son statut à des fins diplomatiques, etc. Ça figure un petit peu sa couronne de roi, en quelque sorte. En plus, ça ressemble à un masque à gaz et tout, franchement, esthétiquement, c'est plutôt la classe, Même si, il faut bien l'avouer, ce casque, en vérité, dans les faits, il sert pas à grand chose. Ça protège un petit peu en combat, et encore, c'est même pas vraiment sûr. De toute façon, on n'en demande pas beaucoup plus à ce casque, On enchaîne avec le second artefact, le sac de sable. Il faut d'abord expliquer que le titre Sandman signifie en français « marchand de sable ». C'est donc cet être mythologique du folklore populaire censé endormir les gens à l'aide de son sable magique. Et donc, dans la série, le sac de sable est l'artefact qui contient ce fameux sable infini qui endort si on en prend dans les yeux. Dream peut, en plus d'endormir, utiliser ce sable pour accorder des rêves ou infliger des cauchemars, mais aussi pour se téléporter n'importe où, ce qui est vachement pratique encore une fois en cette période de carburant hyper cher.
Et enfin, revenons un petit peu sur l'objet le plus puissant de Dream, le rubis, ou la pierre de rêve. Il s'agit d'une pierre précieuse permettant de réaliser tous les rêves. On en voit d'ailleurs l'utilisation détournée dans l'épisode 5, appelé 24 heures, où John empêche les mortels de mentir, ce qui provoque des conséquences catastrophiques pour l'humanité tout entière. Cette pierre contient une grande partie de l'essence de Dream. Elle peut manifester les rêves les plus fous de façon concrète. Elle peut influencer, modifier ou contrôler les espoirs, l'imagination, mais aussi la réalité. Ce qui en fait une arme absolument redoutable si elle est mal utilisée, puisque dans l'absolu, elle peut absolument tout détruire. Bon, à présent, on va revenir sur pas mal de personnages de cette saison 1 de The Sandman. J'espère que ça va vous plaire, mais je préfère vous prévenir, je vais pas être exhaustif parce qu'il y a trop de choses à dire et trop de personnages. Peut-être que je ferai une seconde vidéo, on verra ça. Manifestez-vous d'ailleurs bien sûr en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, on perd pas plus de temps et on poursuit tout de suite cette vidéo. Votre monde éveillé est modelé par les rêves. Intéressons-nous un peu aux rêves et cauchemars créés ou non par Dream. Ces rêves et cauchemars constituent des habitants du royaume des rêves, mais servent aussi à accomplir certaines tâches. Par exemple, Lucienne est la bibliothécaire du royaume, et aussi le bras droit de Dream. Elle assure même l'intérim en son absence. Vous rendez-vous compte des dégâts qu'il pourrait causer? On peut encore citer Cain et Abel, ou encore la gargouille Grégory. Du côté des cauchemars, on retiendra notamment Gault et surtout le Corinthien. Le Corinthien justement, parlons-en. Il est le cauchemar principal de la saison 1 et aussi l'antagoniste principal, on va dire, de la saison 1. C'est un cauchemar échappé du monde des rêves et qui a décidé d'évoluer au sein du monde éveillé. Il en a profité pour devenir un tueur en série qui dévore les globes oculaires de ses victimes, qui s'approprie leurs souvenirs et peut même les contrôler comme un parasite. C'est absolument charmant, n'est-ce pas ? Bon, vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi le Corinthien s'appelle le Corinthien. Et comme un Corinthien vaut mieux qu'un Coran 2, tu l'auras, voici une tentative d'explication sur ce personnage. Les cauchemars n'ont pas leur place dans le monde éveillé. Il s'avère que j'y suis très à l'aise. Corinthien, c'est bien évidemment le nom donné aux habitants de Corinthe en Grèce. Et plusieurs petites explications qu'on peut retrouver facilement sur internet essaient de justifier ce nom donné au personnage. Mais la vraie explication officielle, on va dire, c'est sûrement celle donnée par l'auteur Neil Gaiman lui-même. Dans un tweet, là j'avoue, niveau source, on a déjà connu plus érudit, je l'admets. En tout cas, dans ce fameux tweet, il indique que tout simplement le personnage vient de Corinthe, et que le terme corinthien peut aussi désigner, dans un sens ancien, un licentious rake, que je traduirai librement par pervers libidineux. En gros, pour faire simple, un pervers décadent. Voilà, c'était juste ça le secret. Je sais, ça va changer votre vie de le savoir. Enfin, bref. Avant de revenir sur d'autres personnages importants de cette première saison, si vous appréciez ce type de vidéo, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne, et puis ça me fait toujours plaisir, donc merci d'avance. Si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne, notamment sur Tipeee. Ça me permettra ainsi peut-être d'un jour réaliser mon rêve. Car moi aussi j'ai des rêves, et la réalité est mon royaume. Méditez bien là-dessus. Mais je peux pas vous dire quel est mon rêve, puisque sinon il se réalisera peut-être pas. Mais merci d'avance en tout cas. Allez, on perd pas plus de temps et on poursuit et termine tout de suite cette vidéo. Je n'ai pas l'intention d'arrêter tant que je n'aurai pas changé le monde. Allez, on continue avec quelques personnages qui méritent des explications, comme le personnage de Johanna Constantine. L'aventure qu'on voit dans la série, notamment dans l'épisode 3, reprend l'arc narratif de John Constantine, présent dans le comics. Donc, au départ, Johanna Constantine, c'est un homme. D'ailleurs, John Constantine est bien connu en tant que détective du paranormal, et c'est un personnage DC Comics qu'on retrouve dans d'autres adaptations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici, dans la première saison de The Sandman, Johanna Constantine reprend, c'est vrai, les éléments de l'arc narratif de John Constantine, mais aussi que le personnage existait tout de même déjà dans le comics. Au départ, elle est juste une ancêtre de John Constantine, et donc de Johanna dans la série. On retrouve d'ailleurs la même actrice, Jenna Coleman, sous les traits de son aïeule, Johanna Constantine, dans l'épisode 6, puisqu'elle est présente à la rencontre centenaire de Dream et Hobgoblin. Même si on ignore en réalité pour le moment si c'est le même personnage qui fait semblant d'être deux personnages différents, ou si ce sont bien deux persos différents mais qui ont la même apparence.
Après, c'est peut-être pas tout, car il y a peut-être aussi une explication purement pratique, qui expliquerait que John Constantine soit devenu Johanna Constantine dans la série. Et bien tout simplement le fait que Netflix n'a pas les droits d'adaptation du personnage de John Constantine, puisque celui-ci appartient toujours à DC Comics. Netflix en gros a seulement pu récupérer des droits d'adaptation des personnages qui ont été créés par l'auteur lui-même, c'est-à-dire Neil Gaiman. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi plusieurs personnages DC Comics n'apparaissent pas du tout dans la série. Par exemple, dans la même idée, on ne connaît pas l'origine de Hector et Lyta dans la série, alors que dans le comics, Lyta est la fille de Wonder Woman et de Steve Trevor, et Hector est le fils de Hawkman et Hawkgirl, des personnages DC Comics. Vous voyez, il serait peut-être apparu ou au moins mentionné dans la série si Netflix avait eu les droits. Et voilà, on a les droits. Parmi les personnages secondaires sur lesquels je voulais m'attarder un peu, on retrouve Abel et Caïn. Ce sont les deux frères qu'on voit notamment dans l'épisode 2. Il faut savoir que dans la Bible, dans la Genèse pour être plus précis, ce sont les deux premiers fils d'Adam et Ève, et que Caïn est devenu le premier meurtrier homicide, c'est-à-dire tueur d'hommes, en tuant Abel parce que Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel mais avait rejeté celui de Caïn. Et donc il n'avait pas accepté la décision, il était devenu jaloux de son frère, et paf! Dans la glotte et bien sûr canon à neige, bang bang. Autre personnage intéressant, les Parques, ou The Three, les trois en version originale, sont au départ dans les mythologies grecques et romaines trois déesses qui filent le destin. Et elles filent le destin littéralement en fait, puisqu'elles sont censées avoir un long fil qui déroule le destin de l'humanité. Elles sont trois car elles se partagent trois étapes du destin, et ensemble elles président à la naissance, au déroulement de la vie et à la mort. Dans la série, les noms des membres du trio sont Mère, Vierge et Vieille, ou Mother, Maiden et Crone en version originale, mais leurs noms et leur apparence peuvent changer au gré des circonstances. Mais j'en dis pas plus pour pas vous gâcher la suite d'une intrigue éventuelle. Madame Robinson, vous essayez de me séduire. Pour finir cette vidéo, je vais revenir sur le cas de Lucifer Morningstar. Bon, là, il y a pas mal de choses à dire. Lucifer, étymologiquement, ça signifie porteur de lumière. Mais le nom commun Lucifer sera utilisé par les premiers chrétiens pour traduire l'expression étoile du matin de la Bible hébraïque. Donc, en gros, Lucifer Morningstar, c'est un pléonasme, puisque Lucifer signifie étoile du matin, et Morningstar signifie aussi étoile du matin. C'est un peu comme monter en haut, descendre en bas, ou pire, au jour d'aujourd'hui. Qui est un double pléonasme, puisque aujourd'hui signifie déjà 2 fois le jour même. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours de français, mais je pense que vous voyez mieux l'idée. J'ai passé l'âge de ces conneries. Bon, en tout cas, Lucifer est devenu dans la culture populaire le nom d'un ange déchu, qui était l'un des plus beaux et des plus puissants anges avant de se rebeller et de perdre contre Dieu, et ensuite d'atterrir en enfer, où il devait recueillir les âmes damnées. Lucifer, aujourd'hui, est largement associé à la figure de Satan ou du diable. Bon, dans la série, c'est aussi un ange déchu, et il faut savoir que, au départ, le Lucifer de la série Lucifer est censé être le même personnage que le Lucifer de ce The Sandman, mais à des époques différentes. Cependant, d'après l'auteur Neil Gaiman, la trajectoire de Lucifer de la série ne correspondait plus trop à la caractérisation du Lucifer de The Sandman, donc il a été décidé de changer carrément l'acteur et la façon dont on montrait Lucifer dans The Sandman. Alors, on a aussi changé son genre, c'est vrai, mais en vérité, je trouve que c'est pas trop gênant et que ça peut s'expliquer, parce que au départ, dans la tradition classique biblique, on va dire, les anges sont généralement supposés être asexués et androgynes. Et puis, perso, je sais pas pour vous, mais je trouve que Gwendoline Christie, l'actrice qui incarne Lucifer dans The Sandman, avec son 1m90, a un physique bien plus atypique et androgyne que celui de Tom Ellis, et que ça colle carrément à ce que pourrait être une incarnation de Lucifer. Et puis, le Lucifer présenté dans The Sandman est bien plus proche du Lucifer des comics en termes d'interprétation que le Lucifer incarné par Tom Ellis, même si la plupart des aventures qu'il vit se retrouvent bien dans la série dérivée de The Sandman, Lucifer. And nothing but the truth. So help me, Dad. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, au final, les deux Lucifers sont deux versions différentes d'un même personnage, et que les deux me semblent tout autant valables l'un que l'autre. Bon, je vous avoue que je peux pas trop vous en révéler davantage sur ce personnage, sans prendre le risque de vous divulgacher la suite de l'intrigue, si jamais une saison 2 devait voir le jour. Alors si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez lire les comics.
Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il y a 2 vidéos qui devraient apparaître sur votre écran, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pour ma part, je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.